Donc, au menu aujourd'hui, on va d'abord avoir une introduction à l'économie circulaire pour bien comprendre ce que c'est avec Benjamin Laplate, qui est du Centre d'études et de recherche intersectorielle en économie circulaire, un grand nom qu'on abrévie par le CERIEC. Et ensuite, suite à la présentation de Benjamin, on aura une période de questions de votre part que vous pourrez nous poser via la boîte de chat. Ensuite, on tombe en mode panel avec deux intervenants qui vont nous présenter leur perspective bleue de l'économie circulaire. En l'occurrence, Nicolas Matt, qui est secrétaire général et chef de projet pour la plateforme industrielle et d'innovation du Caban-Tonquin, l'association Picto en France, et Laurent Giraud, chercheur industriel chez Mérinov au Québec. Et ensuite, suite à leur présentation, on aura une période de discussion ouverte pour voir ce que ça représente, l'économie bleue, pour des cas concrets au Québec et en France. Donc, sans plus tarder, si le menu vous convient, je vous invite à entendre la présentation de Benjamin Laplate du CERIEC qui va nous parler du concept d'économie circulaire. Alors, Benjamin, à toi la parole. Merci beaucoup. Simplement me confirmer que vous avez mon écran en mode partage. Oui, on voit bien. Parfait, super. Euh, Tout d'abord, bonjour. Et puis on est très heureux de pouvoir participer à ce panel où on va tenter de coupler les concepts d'économie bleue et d'économie circulaire. Et c'est une belle période pour le faire avec tout ce qu'on constate d'enjeux environnementaux ou économiques par les temps qui courent. Donc, s'intéresser au couplage de ces deux concepts promet probablement des discussions enrichissantes. La meilleure manière de présenter l'économie circulaire, c'est sans doute de l'opposer au modèle linéaire. Alors, qu'est-ce qu'on entend par modèle économique linéaire? En vérité, c'est tout simplement le modèle économique qui prévaut depuis la première révolution industrielle. Et pourquoi on parle d'économie circulaire? C'est parce que depuis, je dirais maintenant un siècle et demi, on constate, et la science nous aide à cet égard, qu'on est de plus en plus confronté aux limites planétaires, à la capacité de support des écosystèmes et leur capacité de régénération. Et tout ça, évidemment, confronté au fait que depuis 50 ans, la consommation mondiale de ressources a quadruplé. Et en fait, un chiffre vraiment qui marque les esprits, c'est qu'en 2019, on a franchi la barre de 100 milliards de tonnes de matière consommée dans l'économie mondiale. On commence à atteindre des chiffres qui sont absolument colossaux. Et c'est ainsi qu'année après année, on consomme presque l'équivalent de deux planètes. Et qui fait en sorte que le jour du dépassement, que vous connaissez sans doute, là, parce que on le voit régulièrement publié dans les médias, arrive de plus en plus tôt. Le jour du dépassement, c'est le jour dans un pays ou dans le monde où la consommation dépasse la capacité de régénération des écosystèmes. À titre d'exemple, au Canada, on fait vraiment figure de mauvais élèves, puisque ce jour du dépassement, je l'ai en plus d'arriver de plus en plus tôt, arrive quand même le 26 mars. Donc, quand on se compare à d'autres pays, on constate à quel point on est non seulement un énorme consommateur, mais également un très gros gaspilleur. On le verra un peu plus tard. Cette situation est évidemment extrêmement préoccupante de par son impact sur les écosystèmes, ce qu'elle engendre de gaspillage énergétique. Jusque-là, je vous apprends pas grand-chose. Néanmoins, hein, il faut garder en tête qu'on parle beaucoup de lutte au changement climatique, mais dans le cycle économique, toutes les parties du cycle qui consistent à l'extraction ou la transformation de nos ressources, donc toutes les activités économiques qui sont reliées à ces deux étapes à elles seules, sont responsables de 50% des émissions de GES mondiales. Souvent, quand on s'intéresse au changement climatique, on va souvent s'intéresser aux effets, je dirais, de fin de cycle, c'est-à-dire le transport ou l'utilisation finale que l'on fait des ressources. Mais il faut vraiment s'intéresser en amont aux parties, je dirais, extractives, puis aux étapes de transformation de nos ressources, qui, de surcroît, engendrent près de 90% des pertes de biodiversité et du stress hydrique. Donc, la science nous aide à cet égard.
Maintenant, pour ce qui est des constats, du moins, maintenant, il faut se mettre en mode solution. Donc, on convient que l'économie linéaire est insoutenable au rythme actuel. Donc, le gros défi, c'est de réussir à découpler, je dirais, les déterminants de notre prospérité économique puis de notre prospérité sociale, parce qu'on est évidemment dans un contexte de croissance de la population. La classe moyenne veut croître, on veut améliorer le sort de nos sociétés et ce, dans toutes les juridictions. Le gros défi, c'est de réussir à le faire dans un contexte où on se rend capable de réduire l'impact environnemental de nos activités, impact environnemental qui se traduit par du gaspillage de toutes sortes, des émissions de GES et autres sources de pollution. Donc l'économie circulaire s'inscrit comme une transition qui devient de plus en plus incontournable. Et quand on parle d'économie circulaire, c'est important de bien saisir que c'est pas un modèle qui veut prendre la place d'un autre. Surtout que dans le contexte actuel, on parle déjà énormément de développement durable depuis 20 à 30 ans maintenant. Depuis que les grandes organisations, les grandes ONG mondiales s'intéressent à la lutte au changement climatique, on parle de plus en plus d'économie verte. L'économie circulaire, en réalité, s'inscrit à un niveau opérationnel par rapport à ces grands concepts. Donc l'économie circulaire, ça se veut vraiment un modèle économique qui va s'intéresser aux modèles d'affaires et aux stratégies qui vont pouvoir mettre en place ces, si vous voulez, modèles de développement durable ou d'économie verte. Et en support de l'économie circulaire, ben, on va retrouver ces fameuses clean tech dont on entend beaucoup parler. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut voir l'économie circulaire. Donc l'économie circulaire est pleinement alignée avec ces concepts-là. Au Québec, on s'est doté au milieu des années 2010 d'une définition québécoise en économie circulaire, définition en fait qui a eu la force d'être constituée à travers un pôle de concertation qu'on appelle le pôle québécois de concertation en économie circulaire, qui, c'est intéressant, regroupe autant des représentants des ministères et organismes du gouvernement provincial que des acteurs de la société civile, des représentants du milieu des affaires, du milieu syndical, du milieu environnemental, de l'économie sociale. Et ces personnes-là se sont entendues sur une définition québécoise afin de clarifier un peu les grands concepts et avoir une compréhension commune de ce qu'on entend. Donc, c'est vraiment un système de production-consommation qui vise à optimiser l'utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d'un bien ou d'un service, évidemment dans une logique circulaire, vous l'aurez compris, mais tout en réduisant l'empreinte environnementale de nos collectivités et en se souciant évidemment du bien-être des individus, de nos citoyens. Il n'y a pas de définition de l'économie circulaire qui fait consensus, je dirais, à l'international. Cela dit, c'est intéressant. Dans la dernière année, les normes ISO qui font souvent référence de standards, en fait, au niveau normatif, se sont dotés d'une définition qui va probablement devenir un peu la norme à travers les grandes ONG internationales également. Et on n'en était pas loin, en fait, au Québec, là, parce que quand on la lit, c'est un système économique qui utilise une approche systémique, un concept important, l'approche systémique, on y reviendra, pour maintenir un flux circulaire de ressources en recouvrant, conservant ou augmentant leur valeur, tout en contribuant au développement durable. Et déjà là, vous voyez des mots-clés tu sais, qui sont pas très loin du concept de l'économie bleue. Donc, les grands objectifs de l'économie circulaire, et là, on peut déjà constater qu'il y a une certaine convergence avec l'économie bleue, quoique au niveau de l'économie bleue, si on se fie à la définition des grandes ONG internationales, il y a certains éléments qu'on ne retrouve pas de manière nécessairement très explicite, on y reviendra. Mais donc, c'est vraiment d'accroître la productivité des matières et des ressources, de limiter, et ça c'est important, le recours aux ressources vierges afin de respecter les limites planétaires, donc la réduction à la source devient un élément extrêmement important à prendre en compte quand on parle d'économie circulaire. Évidemment, tendre vers le zéro déchet, générer de la vitalité économique et du bien-être pour nos sociétés, réduire les impacts environnementaux tout en préservant les enjeux de biodiversité et de s'inscrire dans les efforts de lutte et d'adaptation au changement climatique. Et évidemment, ça va reposer sur des stratégies qui vont viser à préserver la valeur des produits et de leurs composantes le plus longtemps possible, et ce grâce à différentes stratégies. Ces stratégies, au Québec, on les a regroupées à l'intérieur d'un diagramme que je vous présente. Elles sont au nombre de 12.
Euh, évidemment, vous allez en reconnaître un certain nombre parce qu'on ne réinvente pas toujours la roue, là, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs, quand on parle d'économie circulaire. Souvent, on redonne, je dirais, de la valeur ou de la noblesse à des stratégies qui ont été un petit peu perdues euh, dans les dernières années. Je vous en donne deux, trois à titre d'exemple, mais évidemment, tout le monde connaît le recyclage, le compostage ou la valorisation énergétique en fin de vie, mais ce sont vraiment des stratégies de fin de chaîne, comme on dit chez nous dans le jargon de l'économie circulaire. Mais on voit réapparaître des stratégies qui visent à valoriser la réparabilité ou le reconditionnement des produits et des matériaux. Donc, on revient à des temps où, j'ai envie de dire, l'obsolescence n'était pas une stratégie d'affaires et le jetable encore moins. Ce qui est important, en revanche, quand on parle d'économie circulaire, c'est qu'il y a une espèce de priorisation dont il faut tenir compte dans la hiérarchisation de ces stratégies. La première étape, c'est de repenser son mode de consommation des ressources dans une perspective de préserver les écosystèmes. À cet égard, il y a des stratégies telles que l'éco-conception, l'approvisionnement responsable, qui méritent absolument d'être considérées et dans une perspective de tendre ensuite vers une optimisation des opérations lors des étapes de transformation, de distribution et d'utilisation des produits. Ce qui nous amène ensuite dans les stratégies qui suivent, c'est-à-dire les stratégies qui visent à utiliser les produits plus fréquemment. Donc là, on va parler d'économie collaborative ou de location court terme. Euh, Ensuite, des stratégies qui visent à prolonger la durée de vie des produits et des composantes. Donc, j'y faisais allusion tantôt, mais toutes les stratégies qui visent à valoriser l'entretien, la réparation, le don et la revente, le reconditionnement, mais aussi des stratégies d'économie de fonctionnalité. Fait que là, on est vraiment dans des modèles d'affaires de rupture par rapport aux modèles d'affaires traditionnels où on valorise la propriété d'un bien. Avec l'économie de fonctionnalité, on va valoriser, pardon, le service d'un bien. Donc, on ne se rend plus propriétaire du service, du produit, par contre, pardon, mais on valorise plutôt l'usage du produit. Et les stratégies de fin de cycle, telles que l'écologie industrielle, le recyclage, le compostage, la valorisation. À cet égard, juste pour parler de symbiose industrielle, quand on parle d'écologie industrielle, on va en avoir un bel exemple avec Picto tantôt et Merinov qui va nous présenter d'autres stratégies qui ont été mises en place au niveau de la valorisation des bioressources et des coproduits. Donc, ça va pouvoir être illustré tantôt par l'exemple grâce à nos deux panélistes. Il faut s'intéresser au taux de circularité de nos économies parce que quand on regarde les chiffres, c'est quand même assez préoccupant de constater que l'indice de circularité de l'économie mondiale n'est qu'à 7%, par exemple. C'est très bas. Et quand on regarde par exemple des économies telles que les Pays-Bas où les taux de circularité flirtent avec les 25%, les Pays-Bas sont très ambitieux. Vous me direz aussi, les Pays-Bas, c'est une structure industrielle et une économie particulière qui n'est pas assise sur énormément de ressources naturelles et des industries très extractives comme on peut l'être au Québec ou au Canada. Donc, ce qui explique en bonne partie pourquoi des pays comme la Norvège ou le Québec, par exemple, sont à des taux de circularité encore plus faibles, à 3%. La bonne nouvelle, c'est que la marge de progression est énorme. La moins bonne, c'est que, il y a aucun, je veux dire, aucun chef d'État ou aucune personne à la tête d'une organisation qui accepterait un système aussi peu efficace. Je disais, il faut s'intéresser au taux de circularité de nos économies parce que ça devient un indicateur important à considérer dans les efforts de lutte contre les changements climatiques. Parce que certaines données nous indiquent que de doubler l'économie mondiale favoriserait vraiment notre capacité à atteindre les objectifs de l'accord de Paris, qui consiste donc à diminuer nos GS de 40% pour espérer parvenir à contenir l'augmentation globale sous la barre des degrés Celsius. Donc l'économie circulaire, c'est un concept qui, depuis un certain temps déjà, intéresse plusieurs juridictions dans le monde. Et ici, je vous propose d'apprécier une carte qui date de 2017,
où on voit différentes stratégies, feuilles de route, politiques reliées à l'économie circulaire qui font leur éclosion à travers différents continents, différentes juridictions. Et ça, c'est une consultation d'une même carte d'un centre d'analyse, le Chatham House, qui fait un peu le monitorage de toutes ces initiatives à travers le monde. On peut voir qu'il y a vraiment, littéralement eu, en moins de 10 ans, une explosion là, d'initiatives en ce sens-là. Et l'économie circulaire, ça va devenir un vrai game changer, si je puis m'exprimer ainsi, puisque les normes ISO se sont elles-mêmes appropriées du concept, fait que de plus en plus, même si c'est un système volontaire, et c'est quand même celui qui fait norme ou qui fait figure de proue quand les entreprises cherchent à s'évaluer ou tendent vers plus de performance. Et donc, il y a désormais des nouvelles normes ISO qui concernent l'économie circulaire, donc dans le sillage de tout ce qu'on a pu voir sur la qualité totale ou les normes ISO 14000 sur l'environnement. Un autre élément, surtout dans cette période où on entend beaucoup le Canada, le Québec qui souhaitent favoriser et intensifier leurs échanges avec l'Europe. L'Europe est passablement en avance au niveau de l'économie circulaire, a mis en place différents outils, différents leviers pour favoriser cette transition-là. Et si on veut pouvoir poursuivre notre collaboration avec ces pays, il va falloir se conformer. Et à cet égard, on commence à voir proliférer ce qu'on appelle les passeports numériques des produits, où là, on est vraiment sur des enjeux de traçabilité, où on va savoir quelle est la performance d'un produit par rapport à son éco-conditionnalité, sa réparabilité, son impact environnemental, son potentiel de recyclage, etc. Donc ça met énormément de pression sur nos opérations parce que pour les organisations et les transformateurs, il va falloir savoir de quoi est composé nos produits, il va falloir mesurer plusieurs indicateurs. Donc, il va falloir commencer à s'intéresser concrètement à ce qu'on fait, comment on fabrique, comment on distribue, et, etc. Euh, donc, quand on revient à l'économie bleue et à ces domaines d'application, quand on parle d'économie circulaire, je le disais tantôt, c'est quand même deux concepts qui sont assez proches quand on regarde leur définition. Euh, on retrouve, si on regarde la définition de l'économie bleue, là encore, il n'y a pas de définition consensuelle à l'international. Là, ça passe surtout par des grandes ONG. J'ai mis la définition de la Banque mondiale parce que c'est celle qui est utilisée par le gouvernement du Canada. Donc, on parle vraiment d'utilisation durable des ressources. Donc le concept de durabilité est là, mais c'est vraiment en faveur de la croissance économique puis du bien-être des populations tout en préservant la santé des écosystèmes. Donc, on n'est pas loin, mais il manque ce concept de circularité qui nous amène plus dans une optique je le disais tantôt, préservation et réduction à la source. Et intensification de l'usage et de la durabilité de nos produits. Donc, quand on parle d'économie bleue, il y a clairement de la place pour inclure davantage les stratégies de les circularités dans le modèle. Les secteurs qui vont être mobilisés par l'économie circulaire sont essentiellement tous ceux qui sont mobilisés par l'économie bleue. Donc, on peut penser à l'aquaculture et au secteur des pêches commerciales, la production énergétique et minière en mer, qui subissent quand même de plus en plus de pression du fait que la transition énergétique va être une grosse consommatrice de minéraux critiques et stratégiques dont certains gisements sont espérés au niveau offshore. Donc là encore, il va falloir s'intéresser à comment on va faire les choses. Évidemment, au niveau du transport maritime et de l'activité particulière, je l'ai évoqué avec les fameux cas d'écologie industrielle. Il y a les industries et les technologies océaniques, l'aménagement des zones côtières, et le secteur touristique aussi, qui va devoir prendre garde à sa manière de faire ses activités. Et évidemment, au niveau de la construction navale, il y a un gros potentiel là, pour les stratégies de circularité. Pour favoriser l'éclosion de l'économie circulaire dans l'économie bleue, ça doit passer par des leviers. Ici, j'en ai cité cinq essentiellement.
Mais ça va passer par des politiques, des législations, des réglementations, évidemment, qui vont être pilotées par nos gouvernements aux différents paliers, municipal, provincial, fédéral. Ça va passer par l'exemplarité de l'État et des organismes publics, particulièrement au niveau des stratégies d'approvisionnement responsables, pour favoriser l'éclosion d'économies circulaires. L'accompagnement des entreprises et territoires est absolument fondamental. Également, des changements sociaux, comportementaux au niveau tant citoyen qu'au niveau professionnel. Donc, ça va passer autant par de la sensibilisation et de la formation. Et c'est fondamental, la contribution de l'enseignement et de la recherche pour pouvoir appuyer ces différents leviers. Donc, en guise de synthèse, l'économie circulaire a évidemment un potentiel certainement intéressant pour l'économie bleue au niveau de la réduction de la pression sur les ressources et de l'empreinte environnementale en général, dans une optique de favoriser l'innovation vers des nouveaux modèles et stratégies d'affaires et des technologies certainement plus durables, et également dans la perspective de favoriser une plus grande résilience au niveau local, puisque l'économie circulaire, vous l'aurez compris, va beaucoup favoriser l'émergence de circuits courts, en plus de voir des entreprises qui vont être plus performantes dans l'utilisation de leurs ressources, et certainement de transformer, créer des nouveaux emplois en valorisant les ressources et les matières plus localement. Un bref rappel juste pour vous dire en fait qui nous sommes et parce que ce panel, on l'espère, va aussi servir à favoriser éventuellement des collaborations. C'est que nous, au niveau du CERIEC, on s'intéresse à trois volets d'intervention à travers notre mission. Évidemment, un volet recherche et innovation, un volet enseignement et formation et un volet dialogue et transfert, qui passe par une plateforme que je vais vous présenter dans deux diapos. Au niveau de la recherche et innovation, le CERIEC propulse actuellement un écosystème de laboratoires d'accélération en économie circulaire qui vise à mobiliser différents secteurs d'activité économique à travers de la recherche collaborative qui vont mettre en lien des chercheurs avec des milieux utilisateurs, tant au niveau de représentants gouvernementaux, territoriaux ou d'entreprises, afin de favoriser l'émergence de stratégies d'économie circulaire. Actuellement, on a trois laboratoires en activité au niveau du secteur de la construction, des systèmes alimentaires, où on retrouve d'ailleurs plusieurs initiatives qui mobilisent le secteur maritime, au niveau du textile, et on en a d'autres en fait dans les cartons. Un deuxième dispositif de recherche qui est l'équivalent du RQM qui nous accueille aujourd'hui, c'est le réseau de recherche en économie circulaire du Québec qui existe depuis 2021 et qui s'articule autour de quatre axes de recherche portés chacun par autant d'institutions universitaires. Un axe en gestion du changement et de la transition, un axe au niveau de l'optimisation et de la planification, la maximisation des produits et des ressources et des leviers politiques. Autant d'axes qui pourraient avoir des points d'attache certainement très intéressants avec la programmation scientifique du RQM. Et, euh, et on espère que le panel d'aujourd'hui pourra servir à réfléchir à des pistes de collaboration possibles. Et je parlais de notre plateforme de référence québécoise, Québec Circulaire. C'est vraiment une plateforme de référence qui vise à favoriser auprès du grand public et de favoriser le transfert des connaissances scientifiques auprès du plus grand nombre. Donc, vous allez y retrouver un recueil d'informations, des boîtes à outils qui concernent l'économie circulaire, ses différentes stratégies, et aussi une cartographie des initiatives en économie circulaire qui sont portées à grandeur du Québec. Oui, merci beaucoup, Benjamin. Après ce tour d'horizon de ce que c'est l'économie circulaire, et moi, je vous demanderais de garder en tête, peut-être pour la discussion par la suite, euh, moi, j'aimerais savoir si le mode solution dont Benjamin a parlé, quand on a commencé à se mettre en mode solution, est-ce que c'était plus facile à enclencher dans certains domaines plus que d'autres? Et dans le secteur maritime, ce mode solution-là, est-ce qu'il est difficile à enclencher? Et est-ce que le Québec et la France sont des précurseurs au niveau de l'économie circulaire bleue ou bien si on suit plutôt la tendance mondiale? Donc, dans les études de cas qu'on va vous présenter maintenant, on pourra peut-être éclairer ces deux questions-là.
puis en parler ensuite en mode panel. Donc, sans plus tarder, pour nous parler de leur perspective bleue de l'économie circulaire, on va avoir deux présentations pour vraiment faire le tour d'un côté pêcherie comme d'un côté innovation industrielle portuaire. Et on va commencer avec Laurent Giraud, qui est chercheur industriel à Mérinov, qui va nous présenter sa perspective québécoise de ce que c'est l'économie circulaire bleue pour lui. Donc, Laurent, à toi la parole. Excellent, merci beaucoup. Donc, je vais vous parler un petit peu de circularité dans l'industrie des pêches au Québec. Suivante, s'il te plaît, pour vous dire que, d'abord un petit mot quand même sur Mérinov. Mérinov est ce qu'on appellerait en France un centre technique, donc on est un organisme privé à but non lucratif, qui est mandaté par le gouvernement du Québec pour fournir des services de recherche et d'innovation à l'ensemble de la filière halieutique. Donc la pêche, l'aquaculture, la transformation des produits aquatiques, jusqu'aux aspects biotech et environnement marin. Donc ça couvre quand même assez large. Et suivante. La réalité, malheureusement, dans l'industrie des pêches au Québec, et puis je dirais pas en France, mais quand même au niveau mondial, ça reste un secteur qui est peut-être en retard au niveau de la circularité. J'avoue que au Québec, en tout cas, moi je ne connais pas d'exemple de valorisation circulaire ou de vraiment démonstration de circularité dans l'économie des pêches du Québec. Au sens le plus strict, par contre, on a beaucoup d'exemples de tentatives pour atteindre un objectif de zéro déchet, de réduction d'impact ou de consommation plus raisonnable des ressources. Il faut quand même se dire qu'à la base, l'industrie des pêches est un exemple, presque un archétype d'économie linéaire et extractiviste, puisqu'on va chercher dans le milieu naturel des ressources qu'on va transformer et distribuer même à l'échelle mondiale, dans la mesure où, dans le secteur alimentaire, c'est probablement le créneau où il y a le plus de circulation des produits finis à travers la planète. L'autre aspect particulier, on va dire, c'est qu'on a énormément de coproduits qui sont générés. Puis à ce niveau-là, en Amérique du Nord, on n'est pas particulièrement gâté dans la mesure où les consommateurs sont assez difficiles. On veut manger juste des filets de poisson. L'industrie des pêches au Québec se focalise sur les crustacés. Donc évidemment, ça génère aussi énormément de déchets, de coproduits, de carapaces, et je ne parle pas des mollusques. Ce qui signifie que pour une tonne de produits de la mer qui sont pêchés, en pratique, on a moins, généralement, de la moitié qui est consommée. Donc plus de la moitié qui se retrouve dans, entre guillemets, les poubelles de l'industrie. Suivant. Ceci dit, et c'est pas nouveau, les pêcheurs, les transformateurs se sont toujours préoccupés de valoriser au maximum tout ce qui est pêché quand même. Donc, il y a des valorisations alimentaires classiques qui sont faites des coproduits. Donc, on connaît évidemment le surimi à l'échelle internationale. Puis, il y a toutes sortes de petites initiatives très québécoises qui vont viser à utiliser des coproduits de la pêche pour faire d'autres produits alimentaires. Et donc, l'optique, c'est de maximiser la valeur à partir d'un seul poisson. Ce qui veut dire que là, on n'est pas dans l'optique de diminuer l'utilisation de la ressource, mais vraiment de générer le plus d'activités possible avec une tonne de poissons pêchés. Et donc, quand même, on s'inscrit dans les objectifs de développement durable en réduisant le gaspillage alimentaire. Suivante. Les valorisations alimentaires sont traditionnelles, c'est-à-dire que depuis le 19e siècle, hein, évidemment, il se fait des produits avec les coproduits. Plus récemment, on observe une évolution qui est mondiale vers des produits plus élaborés. Donc des produits de deuxième, troisième transformation, des ingrédients alimentaires, beaucoup, qui sont en demande actuellement, qui peuvent prendre toutes sortes de formes, des concentrés, des sauces, des poudres particulièrement. Puis on a une évolution quand même beaucoup plus lente vers des produits dérivés, qui ne sont pas nécessairement des produits alimentaires ou des ingrédients alimentaires. On a actuellement beaucoup de demandes pour l'alimentation animale. Et un petit peu de produits aussi qui sont vraiment plus de nature biotech, donc produits de santé naturelle ou même produits pharmaceutiques,
mais qui sont quand même, au Québec en tout cas, ultra minoritaires dans l'ensemble des voies de valorisation qui ont été explorées pour le moment. Suivante. Alors, pourquoi est-ce que ça ne se développe pas davantage la circularité dans l'industrie des pêches? Si on y va d'un point de vue pratico-pratique, on s'entend le Québec, c'est grand. Donc, il y a déjà un enjeu qui est de bien connaître la situation pour proposer, Benjamin en parlait, un accompagnement qui soit vraiment adapté et personnalisé aux initiatives, aux entreprises qui sont soucieuses de développer cet aspect dans leurs activités. Et évidemment, la distance est un facteur critique. Là, j'ai mis un exemple. On a 3-4 usines qui font le même produit. Pour être efficace et rentable, il faudrait qu'elles regroupent leur volume pour être capables de proposer une option circulaire. Mais quand chaque usine est à 100 km l'une de l'autre, il faut déterminer où est-ce qu'on pourrait implanter un projet d'économie circulaire qui regroupe les volumes disponibles. Et c'est pas juste une question de calculer un barycentre. Vous comprenez que là-dedans, il y a différents aspects qui relèvent de la stratégie d'affaires des entreprises qui, même si elles font le même produit, sont à la base concurrentes entre elles. Donc, ça peut créer des enjeux humains. Et puis, il y a des enjeux politiques aussi. Il y a aussi l'enjeu de savoir est-ce que on y va hyper rationnellement en établissant une nouvelle unité de transformation qui soit située à l'endroit le plus bénéficiant du trajet le plus court, ou bien est-ce que l'usine A, par exemple, aurait des espaces disponibles qui fait que ça serait plus logique d'aller chez elle, même si ça fait davantage de transport pour les usines B et C. Bref, les prises de décision dans les projets sont vraiment multifactorielles. Ce qui fait qu'en pratique, au jour d'aujourd'hui, si on parle de circularité, je ne suis pas sûr que ça soit un très bon exemple, mais 75% des coproduits de la pêche sont encore utilisés en appât pour la pêche au homard ou au crabe ou dirigés vers des sites de compostage. Alors, c'est peut-être de la circularité, mais c'est pas celle qu'on voudrait. Un autre enjeu qu'on rencontre au niveau des politiques publiques, que j'appelle peut-être un peu méchamment le mirage de la valeur ajoutée, c'est que par nature, je dirais, ou par biais, je ne sais pas, les gouvernements vont favoriser le soutien à des projets qui visent justement des produits à très forte valeur ajoutée. Donc pharmaceutiques et compagnie. Peut-être parce que ça paraît bien, mais il reste qu'en termes de logique économique pure pour les acteurs de la filière, c'est pas nécessairement la meilleure solution non plus. J'ai pris 2 exemples très simples. On peut faire du compost avec des déchets de crevettes. En pratique, ça rapporte absolument rien aux usines de crevettes. En fait, aller vers du compost, ça leur coûte 50 $ la tonne de déchets pour s'en débarrasser auprès du fabricant de compost. Mais ce créneau-là, il va prendre 100% de leur volume de déchets et ça leur demande un investissement de 0. À l'inverse, essayer de faire des compléments alimentaires, par exemple oméga 3 avec leurs déchets de crevettes, c'est faisable. La petite bouteille, quand on fait le calcul, ça pourrait leur rapporter théoriquement 1000 $ la tonne de bouteilles. Le problème, c'est que ce marché-là va prendre au maximum 10% de leur volume de déchets. Donc, qu'est-ce que je fais des 90% qui restent? Et puis, ça va impliquer de leur part des investissements de 10 millions de $ et plus. Donc, on s'entend qu'au niveau risque et même tout simplement disponibilité budgétaire, c'est pas nécessairement gagnant. Par contre, les pouvoirs publics vont beaucoup les pousser vers cette deuxième solution, alors que, pratico-pratique, si on veut obtenir des résultats de circularité rapide, la première est peut-être favorable. Suivante. Donc, qu'est-ce qui manque au niveau des outils pour favoriser des enjeux de circularité? Déjà, je le disais, il faut connaître la filière, il faut connaître qu'est-ce qui est possible et faire vraiment une très bonne cartographie des opportunités. Donc, on a une dimension objective, scientifique là-dedans, qui est de recenser, de faire des portraits de situation, qui évidemment évoluent très rapidement, et il faut aussi avoir une intelligence d'affaires pour être capable de proposer aux filières des solutions multiples et de les laisser choisir, mais quand même en leur faisant valoir tous les avantages et les inconvénients de chaque solution de circularité envisageable. J'ai pris ici un exemple pour ne pas se limiter aux pêcheries maritimes de ce qui se fait sur les grands lacs, où donc on a un organisme conjoint Canada-États-Unis qui gère tous les aspects environnementaux et halieutiques de ce qui se fait sur les grands lacs et qui vient de mettre en ligne un portail où il recense finalement toutes les biomasses de coproduits de transformation des poissons des grands lacs qui sont disponibles, avec des données qui sont mises à jour régulièrement
qui permettent d'avoir, d'un premier coup d'œil, une vision au moins des biomasses disponibles. Après, il faudrait mettre en face de ça quelles options de valorisation, je pense que ça s'en vient, sont disponibles dans la même région, puisque évidemment tout ça est quand même très territorialisé. On peut avoir une option de valorisation, mais si elle est située sur la côte ouest canadienne, c'est pas nécessairement super intéressant d'un point de vue environnemental. Tout ça s'inspire d'une démarche qui, pour faire un peu la boucle, non pas dans la valorisation des coproduits, mais dans mes exemples, la boucle avec ce que j'ai dit au début, c'est que, par exemple, dans des pays comme l'Islande, on a eu des très bels exemples de valorisation à 100% sur un territoire le plus localisé possible d'une ressource naturelle qui est le poisson. Donc, au lieu de faire juste un filet de morue, on décline la morue sur 14 produits différents, le plus possible avec des acteurs locaux, pour valoriser la totalité du poisson, et ce faisant, pour le même effort finalement et le même impact environnemental, obtenir beaucoup plus de retombées à la fois sociales, économiques et aussi même alimentaires, etc. Donc l'enjeu, c'est d'avoir une motivation pour les entreprises à valoriser. Ça, je pense que Benjamin l'a bien expliqué. Et puis, savoir aussi d'avoir des bons outils pour les accompagner vers des solutions qui font du sens. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Super intéressant de voir cette perspective québécoise. Maintenant, je vous amène de l'autre côté de l'Atlantique pour voir la perspective de Nicolas Matt, qui est secrétaire général et chef de projet à la plateforme industrielle et d'innovation du Cabantonquin. On l'appelle PICTO. Merci d'être avec nous, Nicolas. Bienvenue. Et puis, à toi Bonjour. la parole. Bonjour, est-ce que vous m'entendez correctement? Oui. Très bien. Bon, mais bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation et pour la possibilité de vous faire part de notre témoignage, retour d'expérience sur le sujet écologie industrielle et territoriale. On va l'appeler comme ça de notre côté et je vais vous présenter tout de suite dans quelle mesure notre dynamique d'écologie industrielle intègre notamment des questions relatives à l'économie circulaire. Donc, au-delà du concept qui vous a été déjà présenté préalablement, une petite précision sémantique par rapport à ce que nous recouvre une démarche d'écologie industrielle et territoriale telle que l'on anime depuis 10 ans au niveau d'une zone industrialo-portuaire, comme celle de Marseille-Fos, qui est située donc dans le sud de la France. On travaille à la fois sur des sujets dans le cadre de notre symbiose, sur des sujets de décarbonation et de transition énergétique, donc avec des échanges de flux de matière et notamment de flux énergétiques qui sont opérés entre des acteurs. Également des sujets sur la transformation ou l'accompagnement de la transformation de nos sites industriels. Et vous voyez sur la droite s'afficher un certain nombre de logos de nos membres qui sont plutôt des très grands sites industriels sur la zone, hein, certains avec plusieurs dizaines d'emplois, bien évidemment, mais d'autres avec davantage plusieurs centaines ou milliers d'emplois sur leur site. Et puis des sujets également d'économie circulaire, donc là où on va être plus spécifiquement sur de la régénération de produits, du recyclage de coproduits, de la fabrication de matières premières secondaires, dans une optique d'optimisation des boucles de gestion des ressources, coproduits, eau, etc. Une autre dimension dans laquelle on intervient également à travers notre démarche, c'est l'attractivité, donc l'accueil de porteurs de projets industriels et innovants, soit des porteurs de projets innovants avec des pilotes ou des démonstrateurs dans différents registres, hein, carbone capture, fabrication de nouveaux produits, etc. Ou des sites industriels plus matures avec des grandes, on va dire, opérations de réindustrialisation en Europe qui sont un axe un peu stratégique qui est porté par le gouvernement depuis quelques années. Et ça, on doit le faire en prenant conscience et surtout prenant bien en compte des aspects liés aux risques physiques, vulnérabilité, adaptation, puisqu'on est une place industrielle portuaire, donc fortement exposée à des aléas, des risques climatiques, ou les résultats de risques climatiques, justement, et des risques industriels et technologiques, puisqu'on a plusieurs, voire des dizaines de sites Céveso, Seuil Haut,
avec des cercles de danger qui sont loin d'être négligeables en termes de surpression toxique et thermique. Donc ça, l'écologie industrielle et territoriale, pour nous, ça regroupe tout ça. On est une association, on a un format associatif pour gérer et animer cette démarche. Cette association, elle regroupe aujourd'hui une soixantaine de membres, dont une cinquantaine d'industriels. Mais Picto, ça ne peut pas être circonscrit à seulement un club industriel. C'est une association au service du développement du territoire, en ce sens que participent également dans nos travaux des collectivités locales. La région, la métropole et les mairies de proximité participent également à nos travaux, puisqu'on a des impacts qui vont bien au-delà de la seule logique de création de business pour nos membres industriels. Notre leitmotiv étant d'ailleurs de concilier dynamisme économique et excellence environnementale. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, c'est déployé sur un territoire à très fort enjeu qui s'affiche là sur votre gauche. Alors, pour ceux qui sont un petit peu désorientés, vous avez Marseille et à l'ouest de Marseille, environ sur 60 km, vous avez tout un archipel, on va dire, de grandes plateformes industrielles qui sont membres de notre association, qui vont jusqu'à la zone de Fos, qui est, elle, située à gauche, là où il y a marqué Port Saint-Louis-du-Rhône, jusqu'à Fos-sur-Mer. Ça fait 10 000 hectares, ne serait-ce que cette partie-là fait 10 000 hectares. Pour vous donner un ordre de grandeur, vous y rentrez Paris intramuros là-dedans, dans notre zone industrielle et portuaire. Donc c'est très très grand, avec des activités dans différents domaines, de la sidérurgie, de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage, du traitement de déchets, de la production énergétique, etc. Et nous avons également des acteurs comme l'aéroport et la CMA-CGM, qui est un grand armateur, qui participe à nos travaux eu égard à l'enjeu pour eux, notamment de produire des carburants durables pour l'aviation et le maritime à court-moyen terme. Voilà, donc à l'échelle de ce périmètre, nous travaillons sur le déploiement de nos missions. Slide suivante, s'il vous plaît. Qui sont de différentes natures, vous l'aurez compris, faciliter des synergies. Donc c'est comprendre et décrypter des métabolismes, je vais le préciser par la suite, de sites industriels pour chercher à mettre en place des synergies, des échanges de flux de matière et d'énergie entre les acteurs. Faciliter l'accueil aussi de porteurs de projets industriels et innovants, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis communiquer, sensibiliser, donner des clés de compréhension aussi à des publics alentours pour des questions bien évidemment d'acceptabilité, mais également des questions de compréhension parce que tous les publics ne sont pas techniques par rapport au sujet que l'on travaille. Donc, pour vous donner quelques illustrations de ce que ça suppose, slide suivante s'il vous plaît, sur la partie facilitation de synergie, on travaille notamment sur la mise en place de réseaux de vapeur ou de chaleur urbaine qui nous permettent de revaloriser des gisements d'énergie fatale de nos sites industriels pour chauffer le milieu urbain ou même des applications agricoles à proximité. Également de la valorisation de coproduits industriels, des exemples qui ont été réalisés ces dernières années, notamment des valorisations de boues de purification de saumure, qui est un coproduit d'un procédé électrochimique, et qui avant allait inutilement saturer des centres d'enfouissement technique et qui aujourd'hui permettent d'être utilisés en sous-couche routière en substitution directe de graves naturels que sinon on aurait excavé des carrières sur le territoire. Donc, ça, ce sont des exemples de produits ou de coproduits qui ont retrouvé une nouvelle vie finalement et qui permettent de mieux gérer aussi les ressources naturelles. Après, vous l'aurez compris, on a aussi des sites qui ont des très forts enjeux en termes de danger. Et dès lors, nous animons un comité opérationnel sur la prévention des risques technologiques, le PPRT, ce qui s'affiche ici. On aime bien les acronymes chez nous. Dès lors, c'est une autre dimension, mais qui pour nous rentre dans l'acception de l'écologie industrielle et territoriale. Il est possible aussi de faire émerger une culture commune de la gestion des risques sur ces très grandes plateformes. C'est une autre dimension, elle n'est pas matérielle ni énergétique, mais elle porte sur une autre dimension. Et puis le programme Sirius, dont je vais vous donner quelques éléments d'explicitation. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, pourquoi notamment des accueils de pilotes et de démonstrateurs? C'est parce que en préfiguration de ce que pourrait être de prochaines filières industrielles, on est convaincu qu'une fois que des preuves de concept ont été réalisées dans des laboratoires, dans des environnements assez maîtrisés, avec des réactions quasiment un peu stoichiométriques, là, pour le coup, on propose à des porteurs de projets innovants de venir se tester dans des environnements vrais
pour tester leur méthode de captage de CO2, comme c'est le cas sur la photo. Là, on a une unité juste à côté, voisine, là, qui teste actuellement un système de captage de CO2 dans les fumées industrielles. Mais dans les fumées industrielles, il n'y a pas que du CO2, il y a aussi d'autres types de produits polluants qui peuvent poser des petits problèmes sur certaines catalyses. Donc voilà, c'est des exemples. Et puis sur votre gauche, vous avez un exemple d'un projet innovant qui a été mis en place il y a quelques années sur la plateforme de FOSS et qui voit, on transforme une partie des électrons verts que l'on produit avec de l'éolienne offshore et de l'éolienne onshore, pardon, qu'on transforme en hydrogène. Cet hydrogène, on va l'injecter dans le réseau de gaz naturel en mélange, ou on va le mélanger avec du CO2 également, qui va être capté dans des fumées industrielles d'un site voisin. Donc, logique un peu d'économie circulaire, hein. Il n'y a pas de déchets dans une logique d'économie circulaire. Tout peut être un potentiel coproduit qui peut servir à quelque chose. Et on va fabriquer un méthane de synthèse en substitution directe d'un méthane qui sera sinon sorti d'un puits gazier. Voilà, donc ça, ce sont des exemples de projets. Ce qui est à gauche, là, ça coûte accessoirement 30 millions d'euros. Ce qui est à droite, ça en coûte quelques dizaines de millions. Donc, c'est aussi se rendre compte des enjeux de financement, mais qui sont essentiels sur des phases un peu de pré-starter, là, avant d'en arriver à des sites industriels qui, eux, dès lors qu'on fait des investissements forts, on parle de milliards d'euros d'investissement actuellement sur la zone. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Donc ça, c'était le projet Jupiter 1000 et le projet MOF4R. Vous pouvez cliquer, comme ça tout apparaîtra. Voilà. Donc, notre objectif, c'est de structurer, on a déjà commencé à le faire, une symbiose, au sens de la industrial symbiosis, hein, de l'écologie industrielle, à la fois décarbonée et compétitive, qui va voir de plus en plus on va dire, la concrétisation d'un hub d'économie circulaire sur des déchets plastiques, sur du CO2, sur de la réutilisation d'eau, de coproduits, vous l'aurez compris, pour fabriquer de nouveaux composants. Également, ce qu'on travaille, c'est à une échelle du grand quart sud-est de la France, un réseau de captage de CO2 pour tout ce qui est difficile à abattre une fois que vous avez électrifié les procédés, etc. Nous, on est sur un territoire qui émet environ 18 millions de tonnes de CO2 chaque année. Ça représente quasiment 15% des émissions de l'industrie en France, sur notre place portuaire. On est le plus grand site émetteur en France. Donc, on ne va pas décarboner ça du jour au lendemain. Et pour ce faire, on va faire de la sobriété énergétique, de l'efficacité énergétique, de l'électrification de procédés, de l'utilisation d'hydrogène et, en toute fin, parce qu'il en restera toujours, du captage de CO2 et de la réutilisation de CO2, soit pour faire de nouveaux carburants, soit pour faire des électrocarburants, soit pour faire du stockage géologique. Et puis un dernier hub qui est celui sur la production diversifiée, la diversification du mix énergétique au niveau local, où on déploie actuellement des éoliennes offshore, justement dans une logique de création de nouveaux électrons verts, mais également un véritable hub énergétique avec l'hydrogène, où on voit coïncider à la fois sur notre place portuaire de la production locale, à travers des électrolyseurs locaux, mais également de l'hydrogène qu'on importe par bateau ou par pipe demain, et également du stockage en cavité saline au niveau de certaines typologies de stockage un peu stratégiques que l'on a dans le sud-est de la France. Le but étant d'alimenter progressivement un corridor qui ira de la péninsule ibérique jusqu'à l'Allemagne par rapport aux besoins d'hydrogène qui émergent de manière assez significative actuellement en Europe. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous présenter en termes d'exemples sur notre place portuaire pour ce qui est des synergies d'écologie industrielle. Je précise juste que sur certaines de synergies, on parle quand même de milliers de tonnes aujourd'hui de CO2 ou de matière qui sont détournées dès lors et qui sont revalorisées et ne vont plus, dans le cas des coproduits, inutilement saturer des centres d'enfouissement technique. Voilà. Merci beaucoup. On entre dans la période discussion de ce panel. Merci pour les trois présentations. On est déjà sur une base un peu plus éclairée de ce que c'est et de ce que peut être l'économie circulaire bleue. Je vous rappelle que vous pouvez soit prendre la parole, je pense, Véry, qu'on pourra ouvrir les micros pour les gens qui ont des questions à poser. Si vous ne voulez pas parler officiellement, vous pouvez aussi envoyer vos questions dans la boîte de chat. On va
on va les traiter là-bas. On a déjà des questions qui rentrent, donc c'est vraiment, vraiment bien. Moi, la première question que je veux vous poser, et ça s'adresse autant à Laurent qu'à Nicolas ou à Benjamin, est-ce que au niveau de la réaction des industriels dans vos industries respectives, que ce soit dans les pêcheries ou dans l'industrie portuaire, est-ce que c'est perçu, ces innovations-là, comme justement des innovations inspirantes ou plutôt comme une lubie écolo et contraignante? Est-ce que le pas vers l'économie circulaire est vu d'une façon optimiste ou c'est encore un combat à gagner avec les industriels? Je vois Laurent je vois Nicolas qui sourit. Veux-tu commencer à répondre, Nicolas? Alors, nous, pour le coup, on bénéficie du fait que notre démarche, elle a été initiée par des industriels, conscients qu'il n'était pas possible de continuer à générer des impacts tout en continuant à produire des richesses comme ils le faisaient avant. Et certains se sont montrés, moi je caricature souvent sous le terme de coopérer pour survivre. Ce qui est intéressant, c'est que l'écologie industrielle, elle ne se fait jamais par envie au démarrage. Elle se fait par nécessité. Et finalement, là, on voit bien l'analogie avec le fonctionnement des écosystèmes vivants qui ne coopèrent pas juste par envie et par principe. C'est face à une réalité de compétitivité, de décarbonation, de gestion des ressources, contraintes, qu'ils sont amenés à aller se rencontrer de secteurs très différents. Et il y a une logique intersectorielle derrière tout ça, vous l'aurez noté, pour se dire, ben, finalement, est-ce qu'au-delà de nos stratégies que l'on a chez nous définies propres, de manière au niveau de notre groupe ou au niveau de notre entité, est-ce qu'on n'aurait pas un coup à jouer aussi sur une approche intersite, intersectorielle, entre acteurs qui ne sont pas forcément concurrents, qui ne se connaissent pas, et qui vont progressivement se dire, bah tiens, entre un chimiste et un acteur du granulage, je ne pensais pas qu'on pouvait faire telle ou telle chose. Et parfois, c'est créer du business, parfois, c'est aussi, ben, maintenant, on a un coproduit de l'un là qui est en face, et ben, il sert chez l'autre à côté. Ça, c'est grâce à Picto, là où avant, ça faisait des années qu'ils étaient implantés les uns à côté des autres, sans se connaître. Donc, cette démarche, elle a été d'une certaine manière un peu proactive, mais je conçois qu'effectivement, il faut dans une association, vous avez des acteurs moteurs, vous avez des suiveurs, vous avez des observateurs. Il faut convaincre, il faut continuer à convaincre. Voilà. Est-ce que l'économie ou le facteur économique, c'est le meilleur outil de conviction pour convaincre les gens ou il y a autre chose aussi? Forcément, on est quand même dans un système capitaliste. Mhm. Pour répondre à ta première question, j'ai jamais entendu de pêcheurs ou de transformateurs qui considèrent ça comme une lubie. Ce sont des gens qui dépendent du milieu naturel pour leur pain quotidien et donc ils sont très conscients d'avoir des impacts. Ils ont des enfants comme tout le monde. Ils veulent pas livrer un environnement dégradé à la génération suivante. Néanmoins, pour ce qui est du passage à l'action, la motivation vient toujours du portefeuille. Soit parce que la réglementation exige de réduire tel ou tel impact, soit parce que tout simplement les coûts, par exemple, associés à l'enfouissement ou à l'épandage de coproduits deviennent intolérables pour le fonctionnement de leurs entreprises. Donc il y a une conscience qui n'est pas hostile, mais le passage à l'acte est vraiment déterminé par les conditions économiques. Oui, bien justement, Laurent, dans le secteur des pêches, tu mentionnais tout à l'heure que les appâts, c'était les premiers pas de la circularité, c'était d'utiliser cette partie-là non consommée pour en faire des appâts. Est-ce que c'est encore une voie pour l'économie circulaire? Est-ce qu'on peut innover avec les appâts ou il faut juste comme laisser ça de côté puis aller ailleurs? Bah, écoute, je pense que dans la mesure où la réalité économique du Québec est que 80%, on va dire, des revenus de l'industrie viennent de la pêche au casier, on ne peut pas écarter les appâts du revers de la main. Il y a eu différentes initiatives, soit pour valoriser par exemple des coproduits animaux, mais de filières porcines ou autres, pour remplacer du poisson dans les casiers, rationaliser l'utilisation, etc. Je pense qu'il y aura toujours un axe de travail là, qui est d'ailleurs intéressant. Par contre, clairement aussi, il y a un enjeu d'optimisation de la ressource qui est que utiliser une livre de poisson qui serait consommable par l'humain pour aller pêcher une livre de homard, économiquement et écologiquement, ça n'a aucun bon sens. D'ailleurs, les pêcheurs sont les premiers à le dire. Sauf pour le moment, il n'y a pas tant de solutions de remplacement.
Puis, pour rester dans le domaine un peu incitatif économique, j'aimerais demander à Laurent, tout à l'heure, tu parlais de compétitivité. Elle est où la compétition entre quelqu'un qui décide de... Il est où l'avantage au niveau de la compétition à circulariser un peu les activités portuaires versus quelqu'un qui fonctionnerait de façon plus traditionnelle ou standard? Donc, sont où les gains qui peuvent être faits en milieu portuaire? C'est plutôt une question pour Nicolas, je Plutôt pense. pour Nicolas, Oui, c'est pourquoi? ça. Oui, Oui, j'ai tu as dit dit Laurent, oui, Laurent. J'ai eu Nicolas. la même confusion Oui, tantôt. ok. Alors, en fait, ce qui s'opère là, c'est pour certains une substitution directe à des produits qui sont utilisés, qui proviennent parfois d'assez loin en Europe, voire au-delà. Donc, dans une logique de proximité assez évidente qui peut se traduire par un coût, un gain sur le coût transport, déjà, ça peut paraître assez évident. Après, on utilise, on produit et on exporte aussi beaucoup de produits qui sont un peu toxiques. Donc, éviter de se les retrouver sur des routes ou des voies ferrées, ça peut être aussi un challenge pour eux. Ils préfèrent avoir finalement une production d'acide chlorhydrique là qui va s'opérer directement de proximité à proximité plutôt qu'avant le sourcer dans la vallée du Rhône. Après, faut être lucide sur le fait que ce ne sont pas des philanthropes, ça reste des industriels. La question a été posée tout à l'heure. Une synergie qui commence à s'opérer, et nous on en a opéré quelques-unes en expérimentation, hein, parce que parfois on en passe par de l'expérimentation, il faut que ça, après ça soit validé par les services de l'État sur le fait qu'il n'y ait pas on va dire une diffusion ou un décalage de la pollution d'un endroit à un autre sous couvert de synergie, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi non plus. Une synergie, au début, elle peut être accompagnée par la puissance publique en subvention. Mais dès lors qu'on va passer sur un gré à gré, un marché, hein, pour le coup, qui est entre industriels, sur des volumes conséquents, il faut plus qu'il y ait de subvention. S'il y a de subvention, c'est une synergie qui n'existera jamais. Mhm. Parce que la subvention, elle n'est pas éternelle, et un industriel, ça reste un industriel, il faut que ça soit à coût équivalent ou à coût moindre. Si c'est plus cher, alors sur certains sujets et puis phénomènes, il peut engager son image, donc il va y avoir un gain d'image qui va justifier qu'il paye un peu plus cher. Mais sinon, il faut qu'il y ait une réalité économique derrière tout ça. Sinon, ça ne prendra pas. C'est bien parce que c'est challengeant, ça nous met tous aussi sous contrainte. On est sous une logique de contrainte de ressources. Et notamment, dans les ressources, il y a le contrainte financière. Voilà. Effectivement, puis si je puis me permettre d'ajouter à ça, c'est que actuellement, les bénéfices économiques reliés à l'économie circulaire sont souvent encore méconnus des promoteurs, des promoteurs d'initiatives. Ou des organisations, mais dans le contexte où on voit quand même les réglementations se durcir, puis de plus en plus, il y a une tarification de la pollution sous toutes ses formes, hein, tu sais, que ce soit la tarification carbone, mais qu'on voit l'émergence aussi de redevances sur certaines ressources naturelles, parce qu'à un moment donné, je veux dire, tu sais, il faut mettre un prix, puis faut donner une valeur aux services qui sont rendus par les écosystèmes, donner une valeur à la ressource, puis donner une valeur à la pollution. Dans ce grand contexte où il y a de la taxation, il y a de la tarification, plus des réglementations qui se durcissent, ben évidemment, ça va amener des contraintes et qui vont favoriser l'émergence de solutions plus circulaires. Évidemment, là, je parle plutôt du bâton que de la carotte. Mais au niveau de la carotte, je veux dire, tu sais, on le voit à travers des cas tels qu'ils nous ont été présentés par Merinov ou qui nous ont été présentés par Nicolas avec l'initiative Picto. Il y a des gains qui vont gagner à être de plus en plus mesurés au niveau de l'optimisation des processus, des procédés, qui se traduisent ensuite par des gains économiques en termes de rentabilité et d'efficacité. Et de plus en plus, à force de voir différentes initiatives, de pouvoir les documenter, de pouvoir avoir de la donnée qui est davantage accessible pour pouvoir favoriser l'analyse de ces coûts d'opportunité-là, tu sais, par rapport à des stratégies de circularité, tu sais, on peut croire qu'il va y avoir des incitatifs qui vont être de plus en plus perceptibles par les organisations, là. Ben justement, pour continuer un peu dans ce sens-là de ce que tu dis, Benjamin, j'aimerais vous entendre
tous les deux sur le rôle des chercheurs dans ces innovations-là. Quel genre de collaboration vous avez avec le secteur de la recherche scientifique pour implanter ou mesurer les gains de cette circularité-là? Est-ce que c'est un pont qui existe à l'heure actuelle? Devrait-il exister ou qu'est-ce que c'est votre perspective en pêcherie ou dans le secteur portuaire? C'est sûr que, il y a quand même eu une évolution marquée depuis une vingtaine d'années dans le secteur de la recherche à travailler de façon collaborative, intersectorielle, intégrer des économistes dans les projets. Et je pense que ça vient vraiment renforcer la crédibilité des solutions qui sont proposées quand on s'adresse après à l'industrie. Mais ça reste une démarche du haut vers le bas. Je pense que c'est vraiment important de prendre un peu la démarche par l'autre bout, qui est de bien connaître le milieu et de recenser les besoins, les enjeux, les difficultés d'un écosystème industriel territorial. Et après ça, de réfléchir en s'inspirant de pratiques qu'on peut voir ailleurs et que les industriels n'ont pas le temps de rechercher, évidemment, souvent même dans d'autres secteurs de l'industrie, pour concevoir des solutions qui, au niveau territorial, pourraient pas être développées. Parce que, en tout cas au Québec, il n'y a pas vraiment de table régionale pour réfléchir de façon conjointe à des nouvelles façons de faire. Et ça, c'est un rôle que les chercheurs, même si on sort un peu de la recherche scientifique, sont quand même, à mon avis, relativement habilités à tenir, surtout dans des équipes intersectorielles. On fait de la veille technique, scientifique, mais on fait aussi de la veille stratégique. On rencontre des gens de partout dans le monde, dans des forums, dans des webinaires comme celui-ci, et on voit ce qui se fait ailleurs. Et cette information-là, elle est vraiment critique pour ramener aux gens qui sont sur le terrain, les industriels qui, eux, n'ont pas du tout le temps d'aller se documenter là-dessus. Oui, Et si je puis me effectivement. permettre, Oui, oui. vas-y, Ah, Benjamin. pardon, il y avait Nicolas avant moi, excuse-moi. Oui, Oui, Nicolas. oui, vas-y, Benjamin, je t'en prie, je rebondirai après. Bah, exact, c'est qu'on fait, on fait la même observation dans notre écosystème à nous à travers différents secteurs. C'est que Laurent a complètement raison, tu sais, quand il parle de stratégie du bas vers le haut. D'ailleurs, au Québec, on le voit, les différentes initiatives en économie circulaire qui ont été portées dans les dernières années, souvent l'ont été parce que des acteurs dans un territoire ou dans un secteur donné se sont associés, tu sais, pour développer des solutions ensemble et souvent avec une contribution scientifique parce que, bah, effectivement, la recherche est importante là au niveau de l'identification des solutions et de la mesure des potentiels de retombées par rapport à certaines de ces solutions. Parce que Nicolas le disait tantôt, il faut qu'à la fin, il faut que ce soit rentable, il faut que ce soit profitable pour les organisations et les territoires. Donc, il y a définitivement de la place pour de la recherche collaborative en économie circulaire. Et on le voit d'ailleurs, hein, Laurent il parlait de table sectorielle. Malheureusement, à ma connaissance, il n'y a pas actuellement de forum ou d'endroit pour discuter des potentiels de l'économie circulaire au niveau de l'écosystème maritime au Québec. Par contre, je pense qu'on a tous les acteurs, puis on en a un certain nombre de réunis aujourd'hui pour pouvoir le faire. Il faut savoir que le Québec a dévoilé l'année dernière sa première feuille de route en économie circulaire. La ville de Montréal a fait la même chose, la communauté métropolitaine de Québec a fait la même chose. Dans cette feuille de route, il y a des secteurs prioritaires qui sont ciblés et à travers plusieurs de ces secteurs, de façon transversale, je pense qu'il y aurait définitivement de la place pour les acteurs du milieu maritime. Certains y sont déjà, mais il y aurait certainement une mise à l'échelle qui pourrait être envisagée. Je pense qu'on a tous les ingrédients pour réussir avec les bonnes volontés du monde. Juste sur le lien, pour rebondir sur le lien avec la recherche, alors on en a déjà d'une certaine manière à notre échelle avec les branches R&D qui sont au sein de nos grands groupes industriels, donc qui impliquent déjà une dimension un peu plus recherche sur des sujets un petit peu nouveaux en termes de procédés et autres. On travaille également côté Picto dans le cadre d'un partenariat avec Aix-Marseille Université qui regroupe beaucoup de laboratoires ici sur la place d'Aix-Marseille-Provence dans différents domaines, hein, sciences de gestion, ingénieurs X et Y, mais également
de plus en plus de travaux que l'on a ouverts là avec les sciences humaines et sociales. Notamment, nous, ce qui nous intéresse là de faire, et on en parlait encore ce matin à travers notre conseil d'administration qui l'a validé, c'est on va réaliser des travaux de recherche-action sur un décryptage et une caractérisation des transformations qui sont à l'œuvre au niveau de notre territoire. On est sur un territoire qui est industriel depuis plus de 150 ans. Et dès lors, c'est pas la première fois qu'on a une séquence de transformation qui est assez majeure. Aujourd'hui, elle s'opère dans le cadre de la décarbonation profonde des process, également du besoin de rebouclage, mais également de souveraineté, de réindustrialiser, de relocaliser un certain nombre d'activités. Et finalement, ces transformations, ces transitions, ces mutations dont on parle souvent, est-ce qu'on sait véritablement bien les décrire et les décrypter? Est-ce qu'on a commencé cette transition? Est-ce qu'on est dedans? Est-ce qu'on a fini? Est-ce qu'on a passé un certain cap? Et c'est tout ce travail-là que l'on souhaite faire. Et on a déjà engagé en ce sens un ingénieur d'études et de recherche là actuellement au sein de l'association pour justement faire dialoguer cette approche un peu, cette vision un petit peu d'évolution du territoire qui suppose d'interroger des sciences autour de l'économie, de l'aménagement, etc., mais également des sciences dures, d'ingé, qui sont eux confrontés à on va dire, à des changements assez majeurs de leur process en interne. Et ça, on va le déployer dans les prochaines années à travers ce qui pourrait s'apparenter, je ne sais pas si vous avez l'équivalence, à ce qu'on appelle chez nous une chaire partenariale qui lie à la fois des acteurs privés et des acteurs de la recherche. C'est formidable. Pour rester, Nicolas, dans cette perspective-là, puis pour répondre aux questions de certains des personnes qui sont présentes aujourd'hui, j'ai une question qui s'adresse directement à vous, je crois. C'est, avez-vous pensé à vous associer à l'Alliance verte dans la perspective d'économie circulaire? Ça pourrait motiver les acteurs du milieu maritime à adopter les initiatives que vous présentez. Alors, nous, on n'est pas directement avec l'Alliance verte. Là où on a de la mise en réseau nationale ou internationale, c'est à travers, d'une part, les territoires lauréats comme nous d'un appel à projet national zone industrielle bas carbone. Donc ces territoires dits ZIBAC, on dialogue avec eux, c'est les places de Dunkerque, de Saint-Nazaire, du Havre, etc., d'autres grandes places industrielles portuaires. On partage des bonnes pratiques, on a des échanges aussi sur les niveaux de gouvernance et la forme organisationnelle pour faire vivre ces démarches d'écologie industrielle et territoriale. À une échelle internationale, on a des échanges via l'AIVP, l'Association internationale des villes portuaires, à laquelle participe un port comme par exemple Montréal. Et puis, nous avons dernièrement aussi investigué et on va participer à un groupe de travail dans le cadre du World Economic Forum autour de ces thèmes-là, puisqu'ils nous ont considérés comme étant un des clusters industriels-portuaires assez intéressants à mettre en regard avec nos collègues européens, mais également mondiaux sur cette question. Voilà, donc on n'a pas la chance ni la vocation de pouvoir intervenir ou échanger dans tous les réseaux internationaux, mais c'est vrai que voilà, tout ce qui est Alliance verte, etc., on suit ça aussi d'un œil attentif. Bon, mais j'espère que ça répond à la question de Pâques en ligne qui nous dit d'ailleurs que ce webinaire est très instructif pour nous. Ben, ça l'est pour tout le monde, je pense. Pour rester dans cette espèce d'optique internationale, on a deux questions ou deux personnes qui nous mentionnent qu'il y aurait peut-être possibilité de faire des collaborations internationales. Puis j'aimerais vous entendre sur le rôle ou l'ouverture internationale que vous avez à l'heure actuelle. Est-ce qu'on est plus à développer des projets locaux ou on a cette ouverture-là vers l'international? Et je pense entre autres à l'Association de la nouvelle génération d'armateurs africains qui nous a posé cette question-là sur les possibilités de collaboration internationale et aussi l'Institut national des sciences et technologies de la mer en Tunisie qui travaille entre autres sur la valorisation des produits du crabe bleu, une espèce invasive de la Méditerranée sous forme d'hydrolysa protéique pour alimentation animale et comme fertilisant. Donc, vraiment, une association
indication qu'il y aurait une opportunité de collaboration internationale du côté du transport maritime avec des armateurs et dans le domaine des pêcheries avec cet Institut de la mer en Tunisie. Je vous laisse la parole, Nicolas et Laurent, sur ces opportunités-là, où on en est par rapport à l'ouverture vers l'international. Laurent? Oui, je peux peut-être commencer. En fait, moi, je suis moins impliqué, mais je travaille beaucoup avec le professeur Beaulieu ici à l'Université Laval, qui revient de Tunisie justement cette semaine pour un projet qu'on avait soumis justement sur la valorisation des coproduits de la pêche en Tunisie, incluant évidemment le crabe bleu. Donc oui, définitivement, on est très ouvert à travailler en collaboration. La difficulté, parce qu'on a chez Mérinov, on a aussi pas mal travaillé avec l'INRS en Bretagne, pardon, ouais, CNRS. En tout cas, l'Ifremer, voilà. Euh, c'est que chaque territoire a ses particularités. Donc il y a des bonnes idées à prendre partout, mais il y a toujours un enjeu d'adaptation. Puis tout simplement, des fois, il y a des réalités qui sont inadaptables ou intransférables. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut avoir des œillères, bien au contraire. Mais même au Québec, les solutions de circularité ou les approches qu'on pourrait avoir à Montréal et en Gaspésie, c'est deux univers totalement différents, et même si les principes théoriques restent bons, il reste qu'il y a bien des choses qui ne seraient pas applicables. Parce que la réalité est que les acteurs sont plus dispersés, qu'il y a moins de population, etc., etc. Puis je me déplacerai en Nouvelle-Écosse ou à Terre-Neuve, ça serait encore d'autres conditions qui font qu'il faut vraiment bien réfléchir à l'adaptation. Donc, comme je disais, partir des besoins du terrain. Mais par contre, si on reste dans son terroir, si je puis dire, les nouvelles idées, il n'y en aura pas des masses, même venant de nous, parce qu'on voit toujours la même chose et les mêmes affaires. Et c'est là que, je dirais, observer ce qui a été fait à l'international et les développements, c'est extrêmement pertinent, ou même à l'échelle québécoise ou française, mais dans d'autres filières. C'est des sources d'inspiration indispensables. Oui, tout à fait. Cette logique de mise en réseau et de travail en réseau, elle nous sert à la fois, bien évidemment, à valoriser ce qui est fait déjà au niveau de notre territoire pour le partager avec d'autres, hein. Si tant est qu'en plus on ait des opérations réussies, voire des échecs hein, sur certaines synergies, c'est toujours bon de partager ce retour d'expérience plutôt que d'attendre que d'autres se confrontent aux mêmes difficultés. Inversement, nous, ça nous alimente beaucoup sur des process, mais pas que des process techniques, des process même organisationnels qui ont été mis en place ailleurs. Chaque territoire a ses particularités, Laurent l'a rappelé. Pour autant, on peut avoir on va dire un processus qui peut être un peu mis en comparaison sans être dupliqué à 100%. Et ça, c'est très bénéfique en termes de gain de temps. Moi, je rappellerai aussi que, bon, dans le contexte mais euro-méditerranéen, finalement, euh, là où on insiste, moi j'avais insisté dessus dans le cadre de mes travaux de recherche, mais c'était le fait que les places industrielles portuaires, elles ont pour cette caractéristique de voir coexister deux approches. Une approche d'écologie industrielle et territoriale, on va dire relativement locale. Bon, le local, c'est pas forcément dans 10 km à la ronde, hein, ça peut être plusieurs dizaines de kilomètres, mais relativement local, avec une logique aussi d'économie circulaire, parce que qu'on le veuille ou non, ces places portuaires sont ouvertes depuis des centaines d'années sur le monde et le resteront. Personne ne peut tendre vers une autarcie pleine et entière, et ce n'est pas souhaitable, mais doivent voilà, réajuster un petit peu leur manière de gérer un certain nombre de flux. Et là, pour le coup, à l'échelle non pas de bassins nationaux, mais plutôt transnationaux, comme peut l'être aussi le pourtour de l'étang de Berre, non, mais de la Méditerranée, vous pouvez avoir des échanges de flux de matière qui pourraient s'avérer intéressants entre un site industriel qui est situé, je sais pas moi, Djorf Lasfar au Maroc ou en Tunisie ou à Béjaïa en Algérie ou autre, avec Marseille, dans le sens où, par exemple, tout à l'heure, sur les recyclages de plastique, sans que ce soit du transfert international de déchets, quand on va recycler du plastique, on va faire soit du mécanique, soit du chimique. Et ce chimique, on va fabriquer ce qu'on appelle une huile de pyrolyse. Cette huile de pyrolyse, on va l'utiliser en substitution directe de nafta, que d'habitude on rentre dans nos installations qu'on appelle des vapocrackers. Ce sont des très grosses installations, et ça coûte 1,5 milliard pièces. Ça, il n'y en a pas partout.
il n'y en a plus en Italie, il en reste 2 chez nous, dans le sud de la France. Et pour ce faire, là, ça peut être intéressant, pourquoi pas, d'offrir des solutions de regroupement et de retraitement d'un certain nombre de déchets qui ne trouvent pas de réponse locale sur le nord, par exemple, du Maghreb ou du Machrek, pour être travaillés dans notre place portuaire. Parce que le maritime et le fluvial permettent, dans une certaine mesure, encore une fois, et avec raison gardée, de s'émanciper de la notion de proximité immédiate, puisque le transport rapporté à la tonne de matière transportée peut ne pas être complètement incohérente. Oui, totalement. Euh, on approche de la fin du webinaire, mais il y a quelque chose qui a été mentionné par Benjamin lors de sa présentation. On parlait de levier. Et j'aimerais, pour ouvrir là, sur de quoi aura l'air le futur, on peut parler de frein, mais moi, mon côté positif me porte à essayer de vous parler d'espoir, d'optimisme, les leviers présentés par Benjamin pour rendre possible l'économie circulaire bleue. On parlait de politique, de changements sociaux, d'exemplarité de l'État, de l'enseignement, de la recherche et de l'accompagnement. Est-ce que vous y avez droit dans vos projets respectifs ou il y a encore beaucoup de freins rapport à cette circularité-là qu'on veut faire dans le domaine maritime? Est-ce que c'est plus difficile que dans d'autres domaines de faire de l'économie circulaire dans le maritime, selon vous? Peut-être Laurent pour commencer. Je ne sais pas, je ne pense pas que ça soit spécifique au secteur maritime, mais ce qui est particulier avec le secteur alimentaire, c'est qu'on est pris avec une réglementation qui, pour être honnête, et puis ça peut se comprendre du point de vue de la sécurité des aliments, mais tend à favoriser le gaspillage, tout simplement. C'est-à-dire que dès que vous travaillez avec des aliments, toute la réglementation privilégie l'utilisation de matériaux neufs, d'intrants neufs. Actuellement, on a des usines de transformation, c'est un autre exemple de réduction d'impact et d'utilisation de ressources qui sont prises avec des enjeux de disponibilité d'eau pour simplement opérer leur transformation. Donc, qui cherchent à savoir, par exemple, si elles peuvent recycler certaines eaux pour réduire leur consommation d'eau brute entrante. Et ça, au niveau de la réglementation, ça n'a tout simplement pas été conçu. La réglementation a été conçue pour utiliser 100% de neuf et produire de façon extrêmement linéaire. Ce qui ne veut pas dire que les fonctionnaires qui s'occupent de la sécurité des aliments ne soient pas ouverts à évoluer, mais c'est vraiment pas des facilitateurs à ce niveau-là. Parce qu'on doit toujours faire la preuve que quand on introduit des éléments de circularité, on ne met pas personne en danger. Et il faut faire bouger les lignes au niveau de la réglementation, ce qui est vraiment, mais vraiment pas rapide. Donc, selon vous, puis avant que Nicolas réponde aussi pour sa perspective industriello-portuaire, c'est une question de Dominique Robert qui va un peu dans le même sens, mais en répondant à ma question, essayez de me dire lequel de ces leviers-là est le plus efficace pour vous dans votre domaine. Donc, pour peut-être au niveau des pêcheries, le levier à l'heure actuelle qui est le meilleur en termes d'efficacité pour rendre ça possible, ce serait lequel, Laurent? Là, je dirais que on en revient toujours à l'économie. Quand je rencontre une usine de transformation, je leur propose un projet de recherche. Ça prend à peu près 30 secondes avant qu'ils sortent une calculatrice et qu'ils me disent « Ok, le projet c'est bien, mais après, si on l'industrialise à mon échelle où j'ai 5000 tonnes de valorisation à faire, est-ce que ça va être rentable ?» Évidemment, j'ai pas les réponses dans les premières réunions, puis ils le savent très bien que j'ai pas les réponses, mais ils me challenge comme ça. Donc, je rejoins tout à fait ce que disait Nicolas. On peut avoir un soutien des pouvoirs publics pour mettre en place des solutions, mais il faut qu'après, l'oiseau vole de ses propres ailes. Et ça, c'est pas toujours évident, mais quand on a quelque chose, je pense que finalement, les entreprises sont là pour faire de l'argent, mais pas seulement. Pas seulement. Des fois, on leur propose des choses qui sont rentables sur le papier, mais ils vont dire « Ouais, non, mais je me reconnais pas là-dedans. C'est un petit peu trop compliqué, ou ça sort de mon champ de compétences, mon expertise, mon domaine. » Et réciproquement, il y a des projets qui ne sont pas économiquement super porteurs, mais ils vont quand même y croire et investir parce que ça rejoint leurs valeurs fondamentales.
Et donc, il faut toujours faire l'équilibre entre, oui, il faut quand même qu'à long terme ça fonctionne, mais en même temps, il faut vraiment adapter le discours et les projets en fonction des interlocuteurs qu'on a autour de la table. Exact. Et si on est Oui. capable de comprendre ça, et là encore j'en reviens à la bonne connaissance des intervenants, bah là on accélère beaucoup l'efficacité des projets et leur mise en place. Oui. Et puis, Nicolas, les freins ou les principaux leviers, lequel serait le plus efficace? Bah, alors, dans les leviers, il y a forcément le fait je parlais tout à l'heure d'être sous contrainte. Ça peut être vu comme étant un aspect négatif. Moi, je le vois plutôt comme une opportunité. Quand un territoire a une ressource en eau qui est limitée, là, ça le fait travailler dans une logique qui le bouscule. Tout le monde. Idem, quand on a des problèmes de pollution de l'air ou de consommation énergétique qui sont trop fortes, ça permet de casser un petit peu des postures sur un modèle qui était établi depuis des dizaines d'années d'utilisation de la ressource X et Y, en la considérant systématiquement infinie. Idem pour la capacité des écosystèmes naturels à retraiter nos déchets. Donc là, quand on se met un peu sous ce format de contrainte de manière volontariste, ça peut être intéressant. Le fait qu'il y ait une réglementation internationale ou nationale, voire même parfois spécifiquement locale. Nous, on a des arrêtés préfectoraux qui sont pris par l'État, ici en local, qui interdisent un certain niveau d'émissions de COV, des composés organiques volatiles, qui ont été pris ici, qui ont été pris pour la France entière. Voilà, donc ça contraint les acteurs. Ça impose à travailler autrement. Euh, L'économique, je ne reviendrai pas dessus, c'est essentiel. Le fait de pouvoir s'appuyer sur des relations aussi avec un écosystème de recherche action, hein, j'insiste dessus. Ça, c'est quelque chose aussi qui amène de la pertinence et qui amène de la valeur ajoutée. Rappelons que quand même, on est aussi avec des écosystèmes industriels qui aiment bien avancer avec des approches projets. C'est là aussi où ça cadence les choses, hein. On ne peut pas trop se perdre en conjecture. Il faut qu'on ait des résultats un peu tangibles à plus ou moins brève échéance. Alors, le but, c'est pas de se faire guider non plus par le seul temps de l'industriel, hein. C'est pour ça qu'on a des collectivités aussi. On est là aussi pour l'intérêt général du territoire, et ça va pas se dessiner en l'espace de 12 mois ou de 18 mois, il faut le rappeler aussi. Et bon, mais tout ça, moi, je le verrais comme étant un environnement à la fois soit de contraintes, soit d'opportunités ou de leviers. Mais tout ça, c'est autour de quelque chose qui est au centre et qui me semble être essentiel dans nos démarches, c'est la mise en place d'une relation, d'un écosystème de confiance. Et la confiance, ça ne se décrète pas. C'est facile à dire comme ça, mais le fait est, c'est qu'il faut établir de la confiance entre nos membres, avec des partenaires locaux, des chercheurs et autres. Et une fois qu'il y a cette confiance qui est là, sur la gestion, la confidentialité des données, sur la manière de procéder, etc., là, on va gagner du temps. C'est long à mettre en place, mais ça, c'est notre job d'arriver à mettre en place ces relations de confiance dans la symbiose. Sinon, ça marchera très bien sur le tableur Excel ou sur le PowerPoint, et bizarrement, ça n'adviendra jamais dans la vraie vie. Si je Oui. peux me permettre Benjamin, d'ajouter oui. très rapidement, en fait, c'est des choses qu'on observe empiriquement en fait sur le territoire québécois, là, tu sais, notamment à travers des réseaux tels que Synergie Québec qui favorisent des initiatives d'écologie industrielle à grandeur de territoire. Et le maître mot quand on parle de l'implantation de l'économie circulaire, c'est vraiment la collaboration. Puis ça a été dit dans d'autres mots par Nicolas et par Laurent. On gagne vraiment beaucoup à mailler les milieux utilisateurs avec la recherche pour être capable de prendre un peu de recul, avoir une vue d'ensemble sur ce qui se fait à l'international dans des systèmes qui sont comparables. Des fois, on a des stratégies qui sont porteuses dans des milieux où c'est densément industrialisé. Des fois, on a des contraintes, et Laurent en a parlé, où l'activité économique est dispersée sur un large territoire. Il y a d'autres juridictions, d'autres pays à travers le monde qui sont exposés aux mêmes contraintes. Ces contraintes stimulent l'innovation. Je pense que c'est par la mise en commun, puis par la collaboration, qu'on est capable à la fois d'accompagner la recherche, puis à la fois d'accompagner les milieux utilisateurs pour favoriser l'émergence de solutions. Pour ça, on a besoin d'un leadership partagé, si je puisse ajouter là-dessus. On a besoin de gens de terrain qui sont allumés sur les opportunités de l'économie circulaire, tu sais, pour insuffler cette espèce de leadership qui part de la base. Mais on a besoin aussi du leadership de nos gouvernements.
parce que à la fin, c'est quand même eux qui vont mettre en place des incitatifs ou des contraintes, tu sais, qui vont favoriser l'émergence de ces solutions-là. Mais là encore, tu sais, on parle de collaboration. Nous, l'expérience qu'on en a à travers nos laboratoires d'accélération, notamment ceux qui ont été déployés au niveau de l'industrie de la construction ou des systèmes alimentaires, c'est un peu ça. C'est qu'on a besoin de pouvoir mettre ces acteurs-là dans la piscine, si je puis m'expliquer ainsi, puis travailler à l'identification des freins, des leviers pour favoriser l'émergence de solutions, mener, comme l'a dit Nicolas, des projets en phase pilote, travailler ensuite à leur mise à l'échelle, puis capter les connaissances et les enseignements qu'on peut en retirer afin d'en faire bénéficier à un niveau systémique le plus grand nombre d'acteurs là, tu sais, pour favoriser la transition de ces secteurs. Donc, tu sais, on a besoin de se rendre imaginatif en mettant en place des dispositifs de recherche collaborative comme ça qui vont favoriser l'accélération de la transition de certains secteurs. Et il y a certainement de la place pour le faire au maritime, au Québec et en partenariat avec la France ou d'autres juridictions très certainement. Je n'aurais pu espérer de plus belles conclusions à ce webinaire que ce que Benjamin vient de nous raconter. Je sens vraiment qu'on est en mode solution. On a un mode solution qui est bien enclenché dans le secteur maritime. La France, le Québec, je sens qu'on est des précurseurs au niveau de l'économie circulaire. On est en train de bâtir cette symbiose, des collaborations. Ça me rend optimiste pour la suite des choses. Et sur ces belles paroles de tout le monde, merci. Je veux remercier nos invités, Benjamin Laplate, co-directeur du CERIEC, Nicolas Matte, le secrétaire général et chef de projet à l'association Picto en France, et Laurent Giraud, chercheur industriel chez Mérinov Québec, ressources marines, et aussi évidemment nos partenaires, le Réseau Québec Maritime, l'Institut France-Québec Maritime et le Réseau de recherche en économie circulaire du Québec. C'est ce que font ces réseaux-là, briser des silos et créer des opportunités. Donc, je vous invite, merci à tous les gens qui se sont branchés aujourd'hui de part et d'autre de l'Atlantique. Je vous invite à poursuivre cette réflexion-là. On va vous envoyer un courriel avec des liens pertinents dans une journée ou deux pour pouvoir continuer cette réflexion. Et le mot de la fin que j'ai envie que vous rameniez avec vous, c'est que l'économie circulaire, c'est pas une utopie. C'est une manière de remettre du sens et du lien et de la science dans la mer et dans l'économie. Et Laurent l'a très bien dit dans sa présentation aussi, l'obsolescence n'est pas une stratégie d'affaires. Donc, je pense que on a un bel avenir devant nous en termes d'économie circulaire bleue. Et merci à tout le monde qui a participé à la réflexion, à la discussion. Et on merci aux partenaires. Puis, on se revoit pour un prochain webinaire très bientôt. Je pense que c'est dans 2 mois à peu près. Donc, merci à tout le monde.